pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été celle que l'on oubliait de mentionner. Pas par méchanceté, peut-être, mais certainement par indifférence. À chaque dîner de famille, chaque fête d'anniversaire, chaque réunion, les projecteurs se posaient naturellement sur ma sœur, Brooke. Elle était la fille en or, la pom-pom girl préférée de tout le monde au lycée, l'élève brillante, mariée jeune à un homme qui possédait un bateau, et elle publiait des photos Instagram bien éclairées de leurs Golden Retrievers assortis. Ma mère parlait d'elle pendant des heures comme un disque rayé qui ne jouait qu'une seule piste. Et moi? J'étais juste Emma la discrète, la maladroite, qui était partie tôt de la maison et ne revenait pas souvent. J'étais celle qui installait les routeurs Wi-Fi lors de la fête de l'Action de Grâce pendant que ma sœur déballait des sacs cadeaux remplis de parfums et d'écharpes en cachemire. Mon oncle m'a demandé une fois si je faisais toujours des trucs informatiques. Ma tante a oublié mon anniversaire 2 années de suite, mais je ne me suis pas plainte. Je n'avais pas besoin de leur attention, ou du moins c'est ce que je me disais. Après l'université, j'ai pris un emploi dans le support informatique. C'était un poste de débutant, ingrat et épuisant, mais j'ai continué à persévérer. Je passais mes nuits à apprendre des langages de programmation, à créer des applications et à travailler en freelance à côté. Mon appartement était minuscule, mais mes écrans étaient grands. Quand la plupart des gens se détendaient, je me mettais au travail, enchaînant les corrections de bugs et les sprints nocturnes avec des équipes à l'étranger. Ce n'était pas prestigieux, et je ne postais certainement rien à ce sujet. Personne dans ma famille ne savait ce que je faisais. Ils ne demandaient jamais. Une fois, alors que j'essayais d'expliquer un nouvel intitulé de poste que j'avais obtenu, mon père m'a coupé pour interroger Brooke sur sa retraite de yoga à Sedona. Le plus drôle? Ce nouveau travail me rapportait plus en bonus que ce que le mari de Brooke gagnait en 1 an. Alors, j'ai gardé ça pour moi. J'ai construit mon propre petit empire en silence. Les promotions sont arrivées. Les recruteurs aussi. Je suis passé du support à l'architecture système, puis à la gestion de produits, puis à la tête d'une division entière dans une entreprise de cybersécurité. J'ai déménagé seul à New York et j'ai loué un Pantouz dont je n'ai jamais parlé à personne. J'ai voyagé à Singapour pour le travail et à Londres pour des conférences. J'ai acheté une Tesla, payé comptant, et j'ai laissé ma famille croire que je vivais toujours dans un studio dans le Queens. Ils s'en fichaient, alors je ne me suis pas donné la peine. Mais ensuite, ma grand-mère a eu 80 ans, et il était impossible de rater cette fête. J'ai pris un vol de nuit. Je n'ai dit un mot à personne, je me suis simplement présenté au country club dans une robe noire et des talons que je réservais habituellement au conseil d'administration. Ma mère a cligné des yeux 2 fois en me voyant, comme si elle ne me reconnaissait pas au début. Ma sœur m'a serré dans ses bras comme si elle cherchait des signes de chirurgie esthétique. Nous sirotions du champagne quand ma grand-mère, qui a toujours eu l'esprit vif, s'est tournée vers moi et m'a demandé où j'habitais maintenant. Je n'avais pas encore ouvert la bouche que ma mère est intervenue avec quelques suppositions sur Brooklyn ou Hoboken. J'ai souri et j'ai dit, juste un petit Pantouz avec vue sur Central Park. Le silence est devenu total autour de la table. Brooke a carrément recraché son champagne sur son assiette. Le visage de ma mère s'est vidé de tout son sang. Mon oncle a laissé échapper un sifflement bas et a marmonné, eh bien, eh bien, eh bien. Et d'un coup, ils m'ont tous vu. Mais ce n'était que le début. Après cette nuit au country club, j'ai cessé d'être invisible. La femme qui m'avait demandé de remplir la carafe d'eau au milieu du dîner était désormais suspendue à chacun de mes mots. Mon oncle, qui me tapotait autrefois la tête comme un golden retriever, voulait soudainement parler d'investissement. Et ma mère, qui avait dit un jour à un voisin que je travaillais avec des ordinateurs ou un truc du genre, a commencé à me présenter comme sa fille qui dirige la cybersécurité pour des sociétés financières mondiales. Ce n'était même pas techniquement vrai, mais je n'ai pas pris la peine de la corriger. Brooke. Oh, Brooke. Elle m'a envoyé un SMS le lendemain matin avec 1 million de points d'exclamation pour me demander si j'étais libre pour prendre un café avant que je ne reparte à New York. Elle disait que je lui manquais, que ça faisait trop longtemps. J'ai fixé le message pendant un moment avant de répondre car la dernière fois que nous nous étions parlé, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas le temps de gérer ma distance émotionnelle, quand j'avais manqué sa fête de révélation du sexe du bébé, celle à laquelle je n'avais pas été invité. Pourtant, je l'ai rencontrée. Nous nous sommes assises dans un café près de mon hôtel, et elle s'est lancée directement dans un monologue sur la difficulté de sa vie ces derniers temps. La nouvelle start-up de son mari coulait. Le bébé ne dormait pas. Elle était stressée, épuisée.
Elle a mentionné 3 fois à quel point la crèche coûtait cher. J'ai juste hoché la tête et écouté. Puis elle a penché la tête et a dit, « Tu as de la chance de ne plus avoir à te soucier de l'argent. » Ce n'était même pas une question. À partir de là, l'effet boule de neige a commencé. Soudain, tout le monde avait une raison d'appeler. Brooke avait besoin d'aide pour couvrir le coût du nouveau SUV, une histoire de dispositif de sécurité et de délai de financement. Ma mère m'a appelé pour sa cuisine, elle était si près de faire enfin cette rénovation et voulait savoir si je pouvais aider juste pour franchir la ligne d'arrivée. La chirurgie du genou de mon père n'allait pas être entièrement prise en charge. Il ne voulait pas demander, bien sûr, mais peut-être que je pourrais le faire pour lui, juste pour cette fois. J'ai dit oui à chaque fois. Pas parce que je ne voyais pas ce qui se passait, mais parce que je voulais que ce soit autre chose. Je voulais croire qu'ils avaient changé, qu'ils se souciaient de moi, et que finalement, après des années à être un personnage secondaire dans ma propre famille, j'étais vu, respecté et apprécié. Et d'une certaine manière, je l'étais. Nous avions de nouveau des dîners. Les discussions de groupe qui ne comprenaient autrefois que Brooke et mes parents affichaient désormais mon nom en haut de la liste. Brooke a commencé à m'identifier dans des publications Facebook. Ma mère m'appelait ça « sauveuse ». Mon père m'a même demandé si je pouvais lui apprendre la crypto, ce qui était hilarant parce qu'il faisait encore des chèques à l'épicerie. Pendant un temps, ça a marché. J'étais aux anges, flottant sur l'illusion que ma famille m'aimait en retour. Je ne comptais pas l'argent. Je ne suivais pas les virements. Je ne remettais rien en question jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Elle ne m'appelait jamais à moins que quelque chose ne n'aille pas. Elle avait l'esprit vif, elle l'avait toujours eu et voyait clair là où la plupart des gens ne voyaient rien. Elle était la seule de la famille qui ne m'avait jamais fait me sentir insignifiante. Ce jour-là, sa voix était calme, pas fragile, juste hésitante. Elle m'a demandé si j'avais un moment pour parler, puis elle a marqué une pause. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé, « Emma, je dois te dire quelque chose, et je ne pense pas que tu vas aimer ça. » J'ai retenu mon souffle. Elle m'a raconté qu'elle avait surpris une conversation entre Brooke, ma mère et mon père dans le jardin après un barbecue. Il parlait de moi, de la façon dont j'étais enfin devenu utile. De la façon dont il était temps que je rembourse pour toutes ces années à ne rien faire. De la façon dont il devrait me garder proche, au moins jusqu'à ce que la cuisine soit finie et que le SUV soit payé. Elle m'a dit que Brooke avait ri et dit, « Emma ne s'en rend même pas compte. Elle croit qu'on tient à elle. » Ma grand-mère a dit qu'elle avait failli sortir à ce moment-là, mais qu'elle ne voulait pas faire d'esclandre. Ma poitrine me brûlait. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que je ne l'étais pas. Pas vraiment. Je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su, mais l'entendre à voix haute l'a rendu réel. Je n'ai rien dit à ma grand-mère pendant un long moment. Puis je l'ai remerciée et je lui ai dit que je la rappellerai plus tard. J'ai raccroché, je me suis assise sur mon canapé de designer dans mon appartement au Perché, et j'ai regardé Central Park. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je ne les ai pas affrontés tout de suite. Je sais que c'est ce que la plupart des gens attendent à ce stade, un éclat, un appel dramatique, moi arrivant en trombe et exigeant des réponses. Mais quelque chose en moi s'est apaisé à la place. Comme si un interrupteur avait été actionné, je me suis soudainement retrouvé hors de moi-même, regardant tout avec de la distance. Alors, je suis resté. J'ai souri. J'ai répondu aux appels. Je voulais voir jusqu'où cela irait maintenant que je connaissais la vérité. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point les attentes étaient devenues décontractées. Brooke ne demandait plus, elle se contentait de parler. Elle mentionnait les dépenses comme on mentionne la météo. La crèche était hors de prix ce mois-ci. Le paiement de la voiture les stressait. L'entreprise de son mari avait besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Chaque phrase restait en suspens, attendant que je comble le vide. Ma mère faisait la même chose. Elle ne prononçait jamais directement les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Elle envoyait des photos d'échantillons de placards, de comptoirs et de revêtements de sol, puis enchaînait avec quelque chose comme « N'est-ce pas fou de voir à quel point les matériaux sont chers maintenant ?» ou « Nous pensons le faire pendant que nous sommes encore assez en bonne santé pour en profiter. » Mon père était plus subtil. Il appelait pour prendre des nouvelles, puis dérivait vers des histoires d'amis qui prenaient leur retraite tôt, qui voyageaient, qui n'avaient pas à se soucier des factures médicales. Il riait et disait « Ça doit être agréable. » Puis il se taisait, comme s'il attendait que je propose quelque chose. Et je le faisais toujours du moins,
je le faisais avant. Après l'appel de ma grand-mère, j'ai arrêté d'envoyer de l'argent. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas expliqué. Je ne l'ai simplement plus fait. J'ai gardé tout le reste identique, même ton, même disponibilité, même chaleur. Je voulais voir s'ils remarqueraient l'absence avant de me remarquer moi. Ils ne l'ont pas fait, pas au début. Ce qu'ils ont remarqué, c'était l'approche de Noël. Ils ont insisté pour que je vienne tôt cette année, disant que ça faisait trop longtemps que nous n'avions pas été tous ensemble correctement. Brooke a dit que le bébé avait besoin de voir davantage sa tante. Ma mère a dit que ce ne serait pas pareil sans moi. J'ai réservé le vol. Quand je suis arrivé, tout était parfait comme sur une image. La maison sentait la cannelle et le pain. La musique jouait doucement. Ma mère m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Brooke n'arrêtait pas de me toucher le bras quand elle parlait, comme si nous étions soudainement proches. Mon père m'a servi un verre et m'a posé des questions sur New York, sur le travail, sur ma vue. Ils jouaient la comédie, tous autant qu'ils étaient. Je les regardais faire en temps réel. Le dîner a été bruyant et joyeux. Les cadeaux ont été échangés. Les miens étaient extravagants, comme toujours. J'ai remarqué que plus personne n'avait l'air mal à l'aise de les accepter. Autrefois, cela m'aurait dérangé, cette fois, non. Après le dessert, ma mère a suggéré de prendre le café au salon. Tout le monde s'y est installé, reprenant ses places habituelles. Brooke a mis ses pieds en l'air. Mon père a desserré son col. C'était comme la fin d'une longue pièce de théâtre, le moment où les acteurs se détendent parce que le public applaudit encore. C'est là que j'ai pris la parole. J'ai demandé à Brooke si elle se souvenait du barbecue d'il y a quelques mois, celui chez mes parents. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'être restée dans le jardin avec maman et papa après que tous les autres soient rentrés. Elle s'est figée. Pas de manière dramatique, juste assez. Ma mère a prononcé mon nom comme un avertissement. Mon père n'a rien dit du tout. Je leur ai dit que je savais ce qu'ils avaient dit. Je ne l'ai pas répété mot pour mot, je n'en avais pas besoin. Leur visage me disait tout. Le choc n'était pas que je sois contrarié, c'était que je sois au courant. Ma mère a commencé à parler immédiatement expliquant, faisant marche arrière, disant que les plaisanteries avaient été sorties de leur contexte, parlant du stress, du fait que les familles disent des choses qu'elles ne pensent pas. Je l'ai laissé parler. Puis je leur ai dit que j'avais compris exactement ce qu'avait été notre relation, et que je n'étais plus en colère, juste que c'était fini. Je leur ai dit que je ne voulais pas être la solution à leurs problèmes ou la source de financement de leurs projets. Brooke a essayé de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. Je me suis juste levé, j'ai mis mon manteau et j'ai dit que je partais. Je leur ai dit de ne pas m'appeler pour arranger les choses, de ne pas s'excuser, de ne pas expliquer. J'ai dit que ma décision était déjà prise. Alors que j'ouvrais la porte, j'ai entendu ma mère dire mon nom à nouveau, plus doucement cette fois. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air était froid et vif. Ma grand-mère était déjà là, debout sur le porche comme si elle m'attendait. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas dit qu'elle était fière. Elle a juste hoché la tête une fois et est montée dans la voiture avec moi. Nous sommes partis en silence. Pour la première fois depuis cette nuit lors de sa fête d'anniversaire, je ne me sentais pas tendu. Je n'avais pas l'impression de me préparer au prochain coup. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. Je ne m'attendais à rien après cette nuit-là. Pas de SMS, pas d'appel, rien. Je me suis dit qu'ils allaient laisser tomber, ruminer, peut-être cancaner sur moi entre eux, mais finir par s'effacer pendant un moment. C'est exactement ce qui s'est passé. Le silence. Un silence propre et complet. Ma grand-mère est restée en contact, bien sûr. Elle m'a invité chez elle en Floride pour une semaine. Juste nous deux. Pas de drame, pas de questions, pas de conversation décontractée sur la situation financière de qui que ce soit. Nous marchions sur la plage chaque matin et préparions le dîner à la maison. Je ne m'étais pas sentie aussi légère depuis des années. Puis, 2 semaines après mon retour à New York, quelque chose de bizarre est arrivé. J'ai reçu un appel d'un recruteur que je ne connaissais pas. Il avait l'air impatient, un peu trop impatient. Il a dit qu'il avait un client qui cherchait quelqu'un pour diriger une nouvelle division de cybersécurité. Il a dit que mon nom était apparu et qu'il avait vu mes informations sur un réseau professionnel familial que j'avais apparemment rejoint. Je n'avais rien rejoint du tout. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé et j'ai raccroché.
Mais cet appel ne me quittait pas. 1 heure plus tard, j'ai commencé à creuser. Il m'a fallu environ 15 minutes pour trouver un faux profil de type LinkedIn que quelqu'un avait créé en utilisant mon nom complet, ma photo, mon historique professionnel et un tas de bêtises exagérées, des titres de PDG, de fausses recommandations. C'était bâclé, mais juste assez poli pour passer si on ne faisait pas attention. Et c'était lié de manière très évidente à une nouvelle société de conseil dirigée par un certain Matthew Calment. Je n'avais jamais entendu parler de lui, mais le site web listait mon nom comme partenaire silencieuse. Il y avait un numéro de téléphone. J'ai appelé. Devinez quelle voix a répondu? Celle de mon père. Je ne lui ai même pas laissé le temps de parler. Je lui ai demandé ce qu'il fabriquait. Il a bafouillé, a essayé de revenir en arrière, et a dit quelque chose à propos de « essayer juste d'aider à construire quelque chose pour la famille et de tirer parti de notre succès collectif ». J'ai raccroché. Moins de 10 minutes plus tard, Brooke a appelé. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir là-dedans, mais ce n'est pas ce qui m'a fait exploser. Elle a dit « Tu ne comprends pas à quel point nous avions besoin de ça. Les temps sont vraiment durs en ce moment. » C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé une mise en demeure le soir même par l'intermédiaire de mon avocat, qui n'était pas bon marché. J'ai dû faire fermer le site web, nettoyer les faux profils et gérer les retombées auprès de 2 investisseurs qui m'avaient déjà contacté en pensant que j'étais impliqué. Cela aurait pu me ruiner. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire était de réaliser qu'ils ne voulaient plus seulement mon argent, ils voulaient mon nom. Ils voulaient porter ma réussite comme un manteau et se pavaner avec, en prétendant qu'ils avaient eux aussi construit quelque chose. Je n'étais plus seulement une ressource, j'étais leur marque. Et ils ne pensaient pas que je m'en rendrais compte. J'ai appelé ma grand-mère ce soir-là, arpentant mon appartement, encore à moitié incrédule. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle a simplement dit « Je t'avais prévenu, Emma. Ils n'aiment pas les gens. Ils aiment ce que les gens peuvent leur apporter. » Cela m'est resté à l'esprit. Après cela, j'ai tout changé. Nouveau numéro, nouveau compte. J'ai effacé ma présence numérique et je l'ai reconstruite de zéro avec des pare-feux pour lesquels il faudrait un badge gouvernemental pour passer. J'ai arrêté de répondre aux numéros inconnus. Je suis devenu un fantôme total. J'ai aussi quitté la ville pendant un temps. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour me vider la tête. Ce à quoi je ne m'attendais pas pendant cette période, c'était la lettre, une vraie lettre, manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait un mot. Ce n'était pas signé, mais ça disait « Nous ne voulions pas te blesser. Nous avions juste peur. Tu n'es plus comme nous. » Et scotché au bas se trouvait une photo. C'était moi, à 12 ans, debout devant le comptoir de la cuisine de ma grand-mère, tenant un tournevis et démontant une vieille radio. Tous les autres à l'arrière-plan riaient, distraits, fêtant quelque chose. J'étais la seule à regarder l'appareil photo. C'était ma mère qui avait pris cette photo. Le message était clair, et il était trop tard. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je l'ai lu 2 fois lentement, puis je l'ai replié et glissé dans le tiroir du bas de mon bureau. Je ne l'ai pas déchirée, mais je ne l'ai pas gardée non plus comme si elle signifiait quelque chose. C'était comme un souvenir d'un endroit où je ne vivais plus, une dernière tentative désespérée de transformer la culpabilité en sentiment. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait, ils étaient désolés que je sois parti avant qu'ils n'aient terminé. Après cela, j'ai attendu 1 semaine, pas pour me calmer, je n'étais plus en colère, mais pour être sûr. Pour m'assurer que je ne réagissais pas de manière émotionnelle, que ce n'était pas un détour dramatique dans notre relation, mais bien le tournant final. Et puis j'ai écrit le message. Il était court-froid, probablement. Je ne l'ai pas enjolivé et je n'ai pas essayé d'adoucir la vérité. Je leur ai dit que je savais tout, la fausse société de conseil, les investisseurs, le profil numérique utilisant mes références sans ma permission. Je leur ai dit que je savais pour la conversation dans le jardin, les blagues et la manipulation. J'ai dit que j'avais été généreuse avec eux pendant des années, mais que je voyais maintenant que cette générosité n'était pas estimée, elle était utilisée comme une arme. Je leur ai dit que je coupais tout contact de manière permanente. Pas seulement l'argent, pas seulement les visites, tout. J'ai dit qu'ils ne devaient plus me contacter. Ni pour demander de l'aide, ni pour clore le chapitre, ni pour des événements familiaux, pas même si quelqu'un mourait. Je leur ai dit que s'ils franchissaient cette ligne, j'engagerais des poursuites judiciaires, et que je n'hésiterais pas. Je n'ai pas signé, avec amour, Emma. Juste mon nom.
J'ai cliqué sur envoyer, et puis, le silence. Pas de réponse, pas d'appel téléphonique, pas de messages vocaux hystériques, pas même une tentative de me faire croire que j'étais trop dur. Juste un vide. Ça aurait dû faire mal. Honnêtement, je m'y attendais, mais non. J'ai ressenti autre chose à la place, comme si je venais de sortir d'une pièce qui avait été remplie d'une fumée invisible pendant des années. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Ils ont commencé à dire aux gens que c'était eux qui m'avaient coupé les ponts. La rumeur m'est revenue par des connaissances communes, des cousins au second degré, des connaissances du lycée, une ancienne collègue de ma mère. Ils disaient que j'avais changé, que j'étais devenue arrogante, distante et trop obsédée par l'argent et le succès. Une version de l'histoire me décrivait exigeant le respect comme si j'étais supérieure à tout le monde. Une autre disait que j'étais partie de Noël furieuse parce que personne n'avait applaudi assez fort quand je suis entrée. Ils ont tout réécrit, déformé la réalité jusqu'à ce qu'ils passent pour les victimes d'une fille égoïste qui a oublié d'où elle venait. Mais je ne me suis pas défendue. Laissez-les parler. Les gens qui veulent croire le pire de vous n'ont pas besoin de beaucoup de raisons. Et puis, je n'avais plus rien à prouver à personne. À la place, je me suis occupé à vivre un autre genre de vie. J'ai vendu le Pantouse pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je ne voulais pas être défini par lui. J'ai acheté une vieille maison en briques à Brooklyn et je l'ai entièrement rénovée de l'intérieur. Une rénovation complète. Chaque vis, chaque carreau, chaque coup de pinceau, les miens. Quelque chose de solide, quelque chose que j'ai construit, pas pour la frime, mais pour moi-même. J'ai commencé à accompagner de plus jeunes femmes dans la tech, pas avec des communiqués de presse ou des conférences, mais en tête-à-tête. Je les invitais à prendre un café, je revoyais leur CV, je leur apprenais à négocier des augmentations et je leur montrais comment refuser des offres qui ne les estimaient pas à leur juste valeur. Je leur disais la vérité, pas seulement les jolies parties. J'ai investi dans 2 petites startups dirigées par des femmes, les 2 prospèrent aujourd'hui. J'ai commencé à prendre mes week-ends. J'ai arrêté de consulter mes emails à minuit. J'ai suivi une thérapie. J'ai appris à cuisiner autre chose que des pâtes à emporter. J'ai adopté un chien d'un refuge avec une seule oreille et un mauvais caractère. Je l'ai nommé Ghost, parce que c'est ce que j'étais devenu pour ma famille. Et puis, des mois plus tard, par un beau samedi matin, ma grand-mère est arrivée. Elle avait pris le train, avait refusé que je lui paie une voiture et avait dit qu'elle voulait voir le quartier par elle-même. Quand elle est entrée dans la maison, elle a regardé lentement autour d'elle les parquets en bois, les briques apparentes, les étagères remplies de livres que je lisais vraiment et elle a dit sans sourire, « Ça te ressemble. » Nous nous sommes assises sur le porche avec un café pendant que Ghost aboyait après les pigeons. Je lui ai demandé doucement si elle était déçue que j'ai coupé les ponts, que je n'ai pas essayé d'arranger les choses. Elle n'a même pas scié. Elle a dit, « Emma, tu leur as donné plus de chance qu'ils n'en méritaient. » Ce n'est pas un échec. C'est de la grâce. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Cela fait plus d'1 an que j'ai coupé les ponts. Pas d'appel, pas de SMS, pas de messages inattendus, pas même une de ces demandes d'amis Facebook vagues de la part d'un cousin éloigné agissant comme un espion. Juste le silence pur et complet. Il me faisait peur, ce genre de silence. J'avais l'habitude de le confondre avec l'abandon. Je pensais que le silence signifiait que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, je sais. Parfois, le silence est le bruit de la guérison, de l'espace qui se libère, de quelque chose de malsain que l'on finit par retirer. Je vis toujours dans ma maison de Brooklyn. C'est chez moi maintenant. Chaque lame de parquet, chaque mur, chaque carreau ébréché que je n'ai pas remplacé, tout cela me rappelle que j'ai construit cette vie. On ne me l'a pas donnée. Elle n'a pas été héritée, transmise ou emballée dans des rubans par des gens qui applaudissaient quand cela les arrangeait. Je l'ai gagnée tranquillement, par moi-même. Le travail est stable. Je dirige toujours mon équipe, je construis toujours des systèmes que la plupart des gens ne verront jamais mais sur lesquels ils comptent chaque jour. Je dis non à plus de choses maintenant. Avant, je disais oui par peur, peur de rater quelque chose, peur d'être oublié, peur de ne pas être à la hauteur. C'est fini. Maintenant, je choisis ceux qui me méritent. Le mentorat s'est développé. J'ai commencé avec 2 filles, j'en aide maintenant 10. Nous nous voyons en personne autour d'un café ou simplement sur Zoom quand elles sont coincées dans des emplois qui les épuisent. Je leur dis ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais 22 ans, tu n'as pas besoin d'être aimé pour avoir de la valeur. Tu as juste besoin d'être respecté,
et cela commence par la façon dont tu te traites toi-même. Ghost est toujours le même grincheux à une seule oreille. Il déteste tous ceux qui s'approchent trop de la maison, ce que j'ai appris à apprécier. Il y a une certaine paix à savoir que quelqu'un, même un chien, garde toujours la porte. Ma grand-mère vient souvent me voir. Elle apporte des petites choses, une boîte de thé, une histoire de son passé qu'elle n'avait jamais racontée auparavant. Parfois, elle me demande si je pense un jour à revenir en arrière, pas de manière moralisatrice, juste par curiosité, se demandant s'il me manque. Je ne mens pas. Je lui dis que l'idée de me manque. La version que j'avais dans la tête quand j'étais enfant, une maman qui me protégeait, un papa qui était fier de moi, une sœur qui ne me voyait pas comme une rivale ou un distributeur automatique. Cette version n'a jamais vraiment existé, mais je l'ai pleurée pendant longtemps malgré tout. Elle comprend. Elle comprend toujours. Un après-midi, il y a quelques mois, je suis passé devant ma vieille boîte à photos. Je l'ai ouverte et j'ai vu la même photo que celle envoyée dans la lettre, moi à 12 ans, travaillant sur cette radio cassée pendant que le reste de la famille riait à l'arrière-plan. Je l'ai fixée pendant un long moment. Cette version de moi, elle ne se souciait pas d'être remarquée. Elle voulait juste construire quelque chose, réparer quelque chose et comprendre comment les choses fonctionnaient. Elle n'a jamais été brisée, elle était juste enterrée sous des gens qui étaient trop égocentriques pour la voir. J'ai pensé à brûler la photo, à me débarrasser de la lettre, à purger tout ce qui me lie encore à eux. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que je veux m'y accrocher, mais parce que je veux me souvenir. Tout ce qui est douloureux n'a pas besoin d'être effacé. Certaines choses sont censées rester comme des preuves du chemin parcouru, de la difficulté de l'épreuve et de la raison pour laquelle on ne reviendra jamais en arrière. La mise à jour, je n'attendais rien d'eux. J'étais sérieuse quand j'ai dit que j'en avais fini. J'avais tourné la page, construit un autre type de vie et accepté le fait que certaines personnes ne changent jamais. Mais la semaine dernière, quelque chose d'étrange est arrivé. Cela a commencé par un message vocal d'un numéro que je ne connaissais pas, une voix douce, presque nerveuse. C'était ma cousine, Megan. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'une décennie. J'ai failli ne pas écouter le message, mais quelque chose m'a dit de le faire. Elle a dit qu'elle ne voulait rien, ni argent, ni faveur. Elle voulait juste que je sache que les choses avaient changé là-bas. Elle m'a dit que mon père avait abandonné la fausse entreprise il y a des mois, qu'elle n'avait jamais décollé. Elle a dit qu'après que j'ai coupé les ponts, cela avait déclenché quelque chose en eux, une sorte de prise de conscience. D'après elle, ma mère a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local. Mon père a repris son ancien travail, sans courir après un gain imaginaire. Brooke a apparemment arrêté de mettre en scène sa vie parfaite et a repris discrètement des études de psychologie à l'université locale. Megan a dit que personne ne parle vraiment de moi à voix haute, mais qu'il est clair que j'ai laissé une trace. Elle a dit que je leur manque, et que ma mère pleure parfois quand mon nom est prononcé, pas pour me culpabiliser, mais par un regret réel et privé. Cette partie m'a prise au dépourvu. Elle a dit que ma grand-mère y était pour quelque chose, qu'elle ne les avait pas laissés réécrire l'histoire. Elle a continué à leur dire la vérité, la version que j'ai vécue, pas celle qu'ils ont essayé de vendre à tout le monde. Je ne les ai pas recontactés. Je ne sais pas si je le ferai. Certains changements ne sont pas des invitations, ils sont juste la preuve que la croissance est possible, même chez les gens dont on aurait juré qu'ils n'évolueraient jamais. Et cela suffit pour l'instant.